Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission. Un an après l'apparition de la pandémie, la Suisse approche de la barre des 10 000 morts, tandis que le monde compte 2 600 000 décès. Passé l'état de sidération et de soumission aux injonctions sanitaires, et tandis qu'on annonce la troisième vague, voici venu pour certains le temps de réclamer des comptes en justice. Oui, car cela fait un an également que les questions fusent sur la gestion de cette crise par les autorités politiques et sanitaires. Nous avons par exemple documenté dans cette émission les ratés dans la gestion des stocks de masques, les retards pris dans les mesures sanitaires ou encore le chaos qui a permis aux foyers d'infection de se propager. Pour ceux qui ont perdu des proches en Suisse et en Europe ou qui ont été gravement handicapés par le virus, les explications désolées des autorités sur le mode « on fait ce qu'on peut », ces explications ne suffisent plus. En Italie, en Autriche, mais aussi à Genève, des plaintes pénales ont été déposées devant la justice. À Bergame, ville traumatisée du nord de l'Italie, 500 plaintes collectives ont été déposées par près de 70 000 proches de victimes et risquent de déboucher sur un procès historique. En Autriche aussi, où la station de ski de Ischgl a été un foyer de propagation avéré en Europe et où la négligence des autorités sanitaires est reconnue. En Suisse, le mouvement est amorcé à Genève, où les frères et parents de Myriam, l'une des premières victimes décédées il y a exactement un an, demandent justice pour négligence médicale. Regardez, c'est un reportage de Françoise Weilamer et Matteo Born. Aujourd'hui, on va déposer 150 dénonciations auprès du procureur pour qu'il enquête sur ce qui s'est passé. Le gouvernement et les dirigeants de la région n'ont pas voulu dire aux gens exactement ce qu'on allait affronter et ce contre quoi on allait lutter. On nous a dit jusqu'à fin février que le virus était juste un peu plus qu'une grippe, même s'ils savaient que ce n'était pas le cas. Et du coup, ici, surtout dans la région de Bergame, ça a été une hécatombe, un massacre sans précédent. On est en octobre 2020. Devant le palais de justice de Bergame, Consuelo Lochetti a rendez-vous avec une bonne centaine de plaignants. C'est leur avocate, plus qu'une avocate, une sorte de justicière connue dans la ville entière qui demande au nom des victimes du Covid des comptes aux autorités sanitaires et politiques. Ce matin, il y a 150 personnes. Certaines d'entre elles ont perdu père et mère. Certaines ont vu toute leur famille détruite. Ces personnes demandent à haute voix que la justice fasse la lumière, en particulier sur la gestion sanitaire dans cette pandémie, et que la justice enquête pour savoir qui sont les responsables. Ces plaignants appartiennent à un groupe de plus de 70 000 personnes. C'est un mouvement citoyen sans couleur politique, né du chagrin et de la colère, comme de nombreux autres groupes partout en Europe. Des citoyens qui demandent à la justice d'enquêter sur la mort de leurs proches, victimes du Covid, et si responsable il y a, de les punir. Il faut faire valoir ses propres droits et il y a des institutions qui sont là pour reconnaître ces droits et donc aussi pour comprendre, pour nous dire s'il y a eu des responsabilités. C'est une nécessité, il faut le faire, donc c'est un devoir du citoyen. Et après, il y a les tribunaux. C'est-à-dire, après, il y aura des instances qui doivent juger aussi quelles étaient les conditions, quelle était la situation, et de reconnaître qu'il y a des responsabilités. La plaie est encore à vif.
pour Marc et sa famille. Mais il a besoin de témoigner, de raconter le drame qu'il a vécu en mars 2020. Une histoire particulière qui, on va le voir, nous interpelle sur la gestion de la pandémie au plus haut niveau de l'État. C'était fin d'après-midi, je reçois un SMS, je lis mon SMS gentiment et c'est là que je lis je suis désolé, c'est pas facile, que ma sœur est décédée. Et là, je prends le temps, je suis abasourdi sur le moment parce que on s'y attend pas à une nouvelle comme ça. Pourquoi elle? À son âge en plus, à 31 ans, ça fait mal. Je vous le dis, vous l'attendez pas, cette nouvelle-là. C'est dans cet immeuble de la commune genevoise de Meyrin que Myriam, la petite sœur de Marc, est décédée le 10 mars. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Une énorme interrogation. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère me dit, il y a peut-être une suspicion de Covid, mais on n'est pas sûr du tout. Marc et son frère Joël se retrouvent pour la première fois devant l'appartement familial, au store Bessé, car la famille n'a pas pu y rester après le décès de Myriam. Maintenant, quand on va me parler de Meyrin, il y aura cette image qui reviendra à chaque fois. C'est le lieu où ma sœur a disparu, quoi. Mais moi, j'ai fait une promesse. Ah, de toute façon, j'ai fait une promesse à maman. Je lâcherai pas le morceau. Il faut aller jusqu'à la fin. J'irai jusqu'au bout des choses. J'irai jusqu'au bout des choses. Le bout des choses, c'est comprendre pourquoi Myriam est morte et qui en est responsable. Dans le nouvel appartement familial vivent le père de Myriam, sa sœur aînée Abigaël et sa mère Jacqueline. Jacqueline nous a demandé de cacher son visage car elle ne supporte pas le regard des autres et les questions à tout bout de champ sur la mort de sa fille. Ma fille, c'était une jeune femme qui était heureuse, qui aimait la vie et qui aimait tendre la main, rendre service, qui donnait son cœur à tous. Myriam était hôtesse d'accueil dans un grand magasin. Elle vivait chez sa mère avec sa sœur Abigaël. Tout prochainement, elle prévoyait une opération pour perdre du poids. Le 3 mars, elle se sent faible, elle tousse très fort. Son employeur lui demande de faire un test Covid, car on parle déjà beaucoup du virus à ce moment-là. Elle est partie avec sa sœur aux urgences. Et là, elle a été reçue par un médecin qui, en fait, lui a dit « Vous n'avez qu'une petite grippe, une grippe saisonnière, et puis je vous donne un gargarisme, je vous donne du dafalgan, et puis dans 3 jours, je peux vous assurer, vous serez d'aplomb. » Elle est une personne à risque avec son obésité et un diabète, et pourtant le médecin ne lui fait pas passer de test Covid. De retour chez elle, son état ne s'améliore pas. 3 jours plus tard, elle écrit à l'un de ses collègues. Geoffrey, j'ai un gros problème. Depuis 1 heure, j'ai la toux qui a empiré. Je pensais que ça irait mieux, mais je n'arrive même pas à parler. Je ne sais plus quoi faire. Je tousse à m'en étouffer. Le lendemain 7 mars, la famille appelle un médecin à domicile. Avant de l'examiner, il demande à Myriam de changer de haut de pyjama car il craint d'être infecté par le coronavirus. Il l'ausculte et pour lui,
Madame, vous avez qu'une grosse grippe saisonnière, ça s'arrête là. Dans 7-8 jours, vous êtes sur pied, tout ira bien. Le médecin vient lui parler de Covid. Le médecin fait des allusions à ce virus. Mais de nouveau, on ne va pas plus loin dans les tests. Mais pourtant, vous avez une personne qui est fragile en face de vous. Et vous n'allez pas plus loin. Une bête radio des poumons aurait pu régler la chose. Même un contrôle de l'oxygène du sang, il serait rendu compte qu'il y avait quelque chose. Et là, ça va de mal en pis. Le dimanche, elle tombe dans la baignoire à la maison. Elle ne se sent pas bien. Myriam l'écrit à son collègue de travail. Moi, hier soir, j'ai fait un malaise et je suis carrément tombée dans les pommes. J'ai failli remettre ça au milieu de la nuit. T'as fini d'enchaîner les emmerdes? J'y suis pour rien. Ou peut-être un peu, oui. J'ai pas d'appétit, tout ce que je mange n'a pas de goût, ou le goût est différent à cause de la crève et des médicaments. Le 10 mars, soit 7 jours après le début des symptômes, elle ne sort plus de son lit. Et un peu après-midi, j'ai dit, il faut quand même que j'aille voir si elle veut manger quelque chose. Elle n'a rien avalé tout le matin. Je suis allée et là, je l'ai trouvée dans son lit, les lèvres bleues, et elle ne respirait plus. Jacqueline et sa fille Abigail appellent les secours qui n'arrivent pas à réanimer Myriam. C'est un choc, c'est épouvantable. Et après, une des doctoresses elle me dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ma fille, elle lui répond « Mais écoutez, elle avait une grippe. » Les yeux du médecin, ils regardent « Une grippe ? À 32 ans, on ne meurt pas d'une grippe. » Et là, le médecin nous dit « Écoutez, on ne peut pas signer l'acte de décès. C'est une mort douteuse, donc il faut qu'on fasse venir le médecin légiste. » Le corps est évacué par la fenêtre dans un sac mortuaire, direction la morgue, pour être autopsié. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 13 mars. Cette édition est une édition spéciale coronavirus. Le gouvernement genevois a emboîté le pas de Berne. Le résultat de l'autopsie est annoncé lors d'une conférence de presse du Conseil d'État genevois, 3 jours après la mort de Myriam. Nous verrons le détail. C'est un ami qui nous envoie un message et puis qui me dit « Ah, on parle de Myriam à la télé ». Le médecin cantonal Jacques-André Roman a mentionné un premier décès à Genève en lien avec le Covid-19. Il s'agit d'une femme d'une trentaine d'années. Sa santé était très fragile. Elle était hors du radar hospitalier puisqu'elle n'a été diagnostiquée positive au coronavirus que post-mortem. Et c'est là où je ramasse pleine figure que ma sœur, elle est morte du Covid. Alors vous dites, bon, ben voilà, c'est fait. Elle est morte de ça. La famille apprend que le ministère public genevois a ouvert une enquête suite à l'autopsie. Et elle décide de poursuivre en justice les 2 médecins qui ont traité Myriam. Alors, la famille a souhaité déposer plainte pour homicide par négligence, car tant l'hôpital visé que le service de médecin à domicile qui est intervenu n'ont pas usé des précautions les plus élémentaires, à savoir pratiquer déjà le test Covid. Et puis, elle aurait dû être hospitalisée, Myriam, c'est une évidence compte tenu de ses symptômes. Est-ce que ces médecins, d'après vous, sont responsables de la mort de votre sœur? Oui. Je le dis franchement, oui. Et je suis prêt à les... Je suis prêt à les regarder dans les yeux et leur dire « C'est vous qui avez enlevé ma sœur. » Moi, je veux savoir. Je veux que vous me regardiez dans les yeux, je veux que ces gens-là me regardent dans les yeux et me disent pourquoi. Nous leur avons demandé, mais ni l'hôpital ni le service de médecin à domicile qui emploie les 2 docteurs n'ont accepté d'interview, citant les mêmes raisons, l'instruction en cours et le secret médical. Ils disent avoir suivi les directives du médecin cantonal à la lettre. Le docteur appelé à domicile se réfère en particulier à celle du 6 mars, publiée 1 jour avant sa visite à Myriam, qui recommande un test Covid aux seules personnes en lien avec la Chine ou l'Italie du Nord notamment.
Et déjà à ce moment-là, c'est-à-dire début mars, on savait qu'il y avait lieu déjà de réaliser un test. On ne demandait pas la Lune. Encore une fois, il s'agissait d'envoyer certainement Myriam à l'hôpital et les choses, la famille en est absolument persuadée, auraient été différentes. Et Myriam serait très probablement encore en vie aujourd'hui. Ce qui est très troublant, c'est que la veille de la mort de Myriam, le même médecin cantonal envoie une nouvelle directive, le 9 mars, qui cette fois recommande de tester tout malade avec de forts symptômes. Ces directives suivent les recommandations données à Berne par l'Office fédéral de la santé publique. À ce moment, les autorités savent que l'épidémie est en train de flamber. Alors se pose une question délicate. Si l'OFSP avait réagi plus tôt à la pandémie, Myriam aurait-elle pu être sauvée? Dans ce genre de cas, peut-on poursuivre un État en justice pour son retard au démarrage dans sa gestion du Covid? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui peut être reproché tout simplement parce que les différentes obligations de protection de la santé prévoient toutes des obligations de prévention et de réaction rapide. Il existe de nombreuses obligations des États en matière de sécurité sanitaire. Le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs traités de protection des droits de l'homme qui prévoient un droit à la santé et même une obligation générale coutumière de vigilance qui implique que les États doivent utiliser tous les moyens disponibles pour éviter qu'un préjudice grave ne soit causé, notamment à la santé. Donc il est un devoir des États. Ce sont des obligations, absolument. Donc les États ont accepté ces obligations, ce qui signifie qu'on peut leur demander des comptes. Demander des comptes aux autorités, c'est ce que fait ce syndicaliste et député d'extrême gauche au Parlement tessinois. Ici, la question de la responsabilité de l'État se pose dans un contexte dramatique, celui des nombreux morts en EMS, comme celui-ci, près de Bellinzone. Vu que le canton du Tessin ne donnait pas de chiffres détaillés quant au nombre de morts du Covid dans chaque maison de retraite, nous avons fait des recherches très concrètes. En lisant les nécrologies dans les journaux, nous avons constaté que ces décès étaient concentrés dans quelques maisons de retraite, mais avec un taux de mortalité extrêmement élevé. Et la maison de retraite de Sementina en fait partie. Dans cette EMS, plus de 20 pensionnaires sur 80 sont morts du Covid entre mars et mai 2020. Selon des témoignages de parents de victimes, des visites auraient été autorisées en dépit de l'interdiction du médecin cantonal et les malades Covid n'auraient pas bien été isolés des autres pensionnaires. Début mai, Matteo Pronzini dépose une dénonciation auprès de la justice tessinoise pour demander l'ouverture d'une enquête. Il y a toute une série d'éléments qui nous permettent de prouver qu'il y a eu des négligences graves. Par ailleurs, suite à nos plaintes et aux témoignages des proches des victimes, le médecin cantonal a également dû admettre que lors de la première vague, un retard d'un jour ou deux dans la prise de mesures de sécurité sanitaire pouvait signifier une propagation du virus au sein des EMS. Et nous savons tous que dans les maisons de retraite, les cas positifs sont souvent synonymes de décès. 5 mois après, le ministère public annonce l'ouverture d'une procédure pénale sur l'EMS de Sementina, notamment pour homicide involontaire. Mais Matteo Pronzini demande aussi une enquête plus large.
Nous avons également demandé une commission d'enquête parlementaire car nous pensons qu'il s'agit d'une situation extrêmement grave. C'est une situation où il y a des responsabilités du Conseil d'État, du pouvoir législatif et aussi du médecin cantonal. Une demande en suspens, le temps de l'enquête du procureur. En Suisse, on n'est visiblement pas trop pressé de demander des comptes aux autorités, que ce soit au niveau cantonal ou fédéral. Chez nos voisins, c'est tout autre chose. La révolte des parents de victimes secoue une région entière et même le gouvernement autrichien. Tout commence dans les Alpes tyroliennes, notamment à Ischgl, une station de ski et surtout de fête. On l'appelle l'Ibiza des Alpes, et pour cause. En haute saison, ce village de 1600 habitants voit défiler jusqu'à 10 000 visiteurs par week-end et l'hiver 2020 n'échappe pas à la règle. Un parfait incubateur pour le virus. Ischgl va devenir l'un des principaux foyers de propagation du Covid en Europe. Nous avons retrouvé l'un de ces touristes à Zurich. Fin février, il arrive au Tyrol, dans une station voisine d'Ischgl, Saint-Anton. C'est un habitué, il vient y skier chaque année. Le premier jour, j'ai rencontré des amis dans un restaurant sur les pistes. On était 8 à table. Sur les 8, on a tous été infectés. Lui-même se sent mal et il écourte ses vacances. À son retour, il est testé positif au Covid. Il reste au lit pendant presque 3 semaines. Petit à petit, j'ai pu recommencer à travailler. J'ai retrouvé du tonus. J'ai pu faire de longues promenades. Mais il m'a fallu 6 semaines pour pouvoir à nouveau me promener sans être essoufflé. Marco Le Pen veut comprendre pourquoi il est tombé malade. Je salue le ministre tyrolien de la Santé Bernhard Tilg depuis notre studio d'Innsbruck. Bonsoir. Bonsoir d'Innsbruck. Monsieur le conseiller régional, j'aimerais commencer avec la situation à Ischgl. Il y a, semble-t-il, des centaines, peut-être des milliers de personnes d'Allemagne, du Danemark, de Norvège, d'Islande, qui ont été infectées en peu de jours et de façon incontrôlée au Tyrol. Vous êtes toujours d'avis que rien de faux n'a été fait par les autorités ? Je pense que les autorités du Tyrol ont tout fait juste. J'ai entendu ce que disait le ministre de la Santé Tilg et il n'arrêtait pas de dire « nous avons tout fait comme il fallait ». Les autorités ont fait tout juste, tout comme la cellule de crise de la direction sanitaire, qui est active depuis 21 jours, donc 11 jours avant le premier cas positif à Ischgl. Je veux savoir ce qui n'a pas été bien fait. Et j'aimerais qu'on enquête pour savoir qui a commis des erreurs. Car si les erreurs ne sont pas reconnues, eh bien cela se reproduira. Beaucoup de personnes sont mortes, bien plus qu'à l'habitude à cette époque. 3 de mes amis ont été en soins intensifs avec respirateur. Leurs vies ont été en danger pendant longtemps. Un de mes bons amis est mort. C'est à 600 km d'Ischgl qu'il va trouver un allié dans sa quête de vérité. À Vienne, un homme s'active très vite pour défendre les victimes de la pandémie. Ce juriste a travaillé près de 30 ans pour la principale organisation de consommateurs autrichienne. Désormais, il est à la tête de sa propre association spécialisée dans les actions collectives.
Le 24 mars, nous avons envoyé un exposé des faits au procureur d'Innsbruck pour qu'il ouvre une enquête sur la mauvaise gestion des autorités et sur la propagation d'une maladie à déclaration obligatoire. Le même jour, nous avons ouvert un site sur Internet pour que les personnes concernées puissent nous contacter. Plus de 6000 vacanciers répondent à son appel, des Allemands en majorité et plus de 150 Suisses, dont Marco Le Pen. Dans le même temps, les révélations se succèdent dans les médias. On apprend notamment que les responsables autrichiens de la santé ont été avertis très tôt des premières contagions par un mail des autorités sanitaires islandaises daté du 5 mars. On y lit que 14 touristes islandais sont revenus d'Ischgl, porteurs du virus, et que certains avaient déjà des symptômes fin février. Il faudra pourtant attendre près de 10 jours pour que la station soit fermée. Ce qu'on peut reprocher aux autorités locales, c'est d'avoir averti trop tard, d'avoir fermé certains endroits trop tard et d'avoir mis en quarantaine toute la vallée trop tard. D'après nous, cela s'explique par le fait qu'au Tyrol, le tourisme rapporte beaucoup d'argent. Chaque jour rapporte de l'argent. Donc c'était très important pour l'industrie du tourisme de rester ouverte un jour de plus, un autre jour de plus, toute une semaine de plus, parce que cela se traduit par des millions en plus. Peter Kolba vise aussi la tête de l'État autrichien, le chancelier Kurz, qui a annoncé la mise en quarantaine de la vallée d'Ischgl et de Saint-Anton, sans laisser aux autorités régionales le temps de mettre en place un dispositif de contrôle. Diese Gebiete werden ab sofort isoliert. Il a provoqué une vague de départ totalement incontrôlée, ce qui a permis une propagation optimale du virus en Autriche et surtout à l'étranger. Une commission d'experts indépendants l'a confirmé. Oui, plusieurs erreurs ont été commises et oui, même le chancelier a agi dans la précipitation. À tous les niveaux, des autorités fédérales aux autorités régionales, en passant par les autorités administratives des districts, ces autorités ont fait passer le tourisme d'hiver et les rentrées financières avant la préoccupation pour la santé de la population. Ces autorités le réfutent avec vigueur, mais pour Peter Kolba, c'est bien les intérêts économiques qui ont primé sur la santé, d'où les défaillances de l'État. Et c'est contre l'État autrichien qu'il a déposé les premières plaintes civiles, tout en préparant une sorte de class action. Les gens qui se sont annoncés chez nous sont d'abord très fâchés qu'aucune responsabilité n'ait été endossée. Ils seraient évidemment très très heureux si on leur présentait de vraies excuses, des excuses sérieuses. Ensuite, je pense que l'Autriche a l'obligation de payer des dommages et intérêts. C'est bien d'assumer ses responsabilités et de s'excuser, mais il faut aussi proposer des réparations. Alors y a-t-il de réelles chances de voir aboutir ces plaintes et de faire condamner un État? À certains égards, il est probable que de nombreux États, d'ailleurs, aient pris des décisions contestables à certains moments. J'hésite à dire ils ont totalement failli dans la protection de la population. Il faut aussi être conscient de la difficulté à prendre des décisions éclairées à l'instant T à l'égard d'informations même scientifiques extrêmement évolutives. Donc, sur la politique publique générale, je crois qu'il va être très difficile de se prononcer. Sur certaines mesures précises,
Par exemple, la mise à disposition de masques. Par exemple, fallait-il prévoir des confinements à certains moments? Là, on pourra certainement voir qu'il y a eu certaines carences. Dans le cimetière monumental de la ville, on lit le drame de Bergame comme les lignes d'un livre ouvert. Pour un nombre croissant de citoyens, c'est le livre des carences de l'État. Officiellement, plus de 3000 habitants de cette ville du nord de l'Italie sont morts du Covid lors de la première vague, mais cela pourrait bien être le double. Des heures noires dont ce conseiller municipal a été le témoin direct. C'est très impressionnant. Il nous faut généralement 1 an et demi ou 2 ans pour remplir un carré du cimetière. Et là, il nous a fallu 3 mois pour remplir celui-ci. À tel point que nous avons dû en préparer un autre, et puis encore un autre. À mi-mars, il y a eu jusqu'à 100 morts en une seule journée. À partir de là, nous avons dû gérer une situation de crise que jamais nous n'aurions pensé devoir affronter. Nous avons dû utiliser l'église de la Toussaint, qui est une très grande église. Pendant 40 jours, elle a été remplie quotidiennement de plus de 140 cercueils. Nous avons dû demander l'aide des fours crématoires de la moitié de l'Italie. Avec l'aide de l'armée, nous avons fait partir ces camions militaires qui sont devenus un peu l'image du drame que vivait Bergame pour 45 voyages, 45 destinations vers la crémation. Dans cette rue, les camions ont emporté le corps de Vincenzo Locchetti, le père de Consuelo. Nous retrouvons l'avocate des parents de victimes à son bureau. Nous avons dû appeler tous les crématoriums dans les régions où nous savions que les corps étaient emmenés depuis ici. J'ai appelé 3 crématoriums avant de comprendre et d'apprendre que mon père avait été emmené à celui de Florence. Le dernier au revoir, en lieu et place de cérémonie funéraire, était un appel vidéo avec ma mère, ma sœur et mes enfants. Le jour de l'incinération, à 8h30 du matin, on chantait une chanson qui était celle que papa aimait. À 78 ans, son père était en bonne santé générale. Fin février 2020, il se rend dans un hôpital pour des tests de routine liés à une future opération de la prostate. C'est sans doute à ce moment qu'il attrape le Covid. De retour chez lui, il devient fiévreux, ne mange presque plus, respire mal. Aucun médecin ne peut lui rendre visite. C'est interdit par les autorités régionales car ils n'ont pas de matériel de protection. Le 22 mars, la famille arrive enfin à le faire hospitaliser. Il a été immédiatement mis sous oxygénation grâce à un casque de ventilation. Papa a retrouvé une bonne oxygénation et il a atteint 98, 99, disons des niveaux normaux. Mais après, nous ne comprenons pas pourquoi, ou plutôt, nous le comprenons maintenant. Le lendemain, ils lui ont retiré son casque et ils lui ont simplement mis un masque. Et cela n'a pas suffi. Pourquoi ? Nous ne le savons pas. Je peux supposer que ces jours-là, c'était le point culminant de la pandémie et que les médecins ont été obligés de choisir entre qui sauver et qui laisser mourir. Son père décède quelques jours après. Il faudra 1 mois pour faire revenir ses cendres de Florence. Papa est revenu
Et nous l'avons emmené au cimetière, dans sa nouvelle maison, le 24 ou 25 avril. Voilà ce qui s'est passé. Et j'ai encore du mal à en parler parce que c'était si douloureux et le trauma si profond. À ce moment-là, le pays entier est en confinement. Et c'est sur un groupe Facebook que les gens se retrouvent pour partager leur deuil. J'avais commencé à lire ce qui était écrit et j'ai écrit à mon tour. Et Stefano m'a appelé. Bonsoir à tous, je suis Stefano Fusco, le fils de Luca Fusco et l'un des administrateurs de ce groupe. Je fais cette vidéo dans le but unique de vous remercier un à un, tous les 2200 et quelques. Je ne sais même plus combien vous êtes, car chaque seconde, il m'arrive des notifications de nouvelles inscriptions, et tout ça ne peut que me faire plaisir. C'est lui qui a créé le groupe Facebook pour rendre hommage à son grand-père décédé du Covid, mais pas seulement. On a commencé à se poser plusieurs questions. On s'est dit, sommes-nous les seuls à penser que cette affaire a été mal gérée, qu'ils ne nous ont pas dit toute la vérité, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé correctement ici. Mon père m'a dit d'essayer de voir s'il y avait d'autres personnes qui pensaient comme nous. Le nom de son groupe est un programme en soi. Noi denunceremo, nous dénoncerons. Quiconque, je répète, quiconque a commis une erreur, quelle que soit sa couleur politique, devra répondre de ses propres actions. On est tous en colère, on est tous tristes, on veut tous la justice et on l'aura. On la demandera haut et fort et on l'aura. Mais je le répète, cela se passera de façon civile dans les institutions appropriées. On est là pour récolter des récits et des témoignages. Stefano y passe tout son temps libre chez lui avec son amie Arianna. Les témoignages arrivent par centaines. Le groupe compte rapidement plus de 15 000 membres. C'est Consuelo Locati qui prend en charge les aspects juridiques. En avril, le ministère public de Bergame a ouvert une procédure d'office pour enquêter sur ce qui s'était passé. Et en fait, nous avons décidé d'agir en parallèle pour soutenir cette enquête, donc de récolter des témoignages et d'organiser le dépôt de plainte auprès du procureur. Leur méthode, mettre en évidence les lacunes dans la gestion de la pandémie par des récits personnels détaillés et documentés, comme celui de Francesco Zambonelli qui a perdu ses 2 parents. Voici mon histoire. Ce que je pense être un double homicide, même s'il est involontaire, commence le 12 février 2020 à l'hôpital d'Alzano Lombardo, lorsque ma mère Angiolina Cavalli a été admise au département de médecine, qui a été isolée par la suite, le dimanche 23 février. La mère de Francesco Zambonelli puis son père ont été contaminés dans cet hôpital, juste à côté de Bergame, au moment même où les tout premiers cas y sont dépistés. L'hôpital d'Alzano Lombardo n'est fermé que quelques heures pour une rapide désinfection. On sait aujourd'hui qu'il a été l'un des lieux de propagation du virus dans toute la province et de fait dans le pays entier. Il y aurait eu moins de décès si l'hôpital avait fermé, s'il avait été désinfecté à fond? Je suis sûr que ça aurait été le cas. Je ne suis pas technicien ou médecin, mais en fermant un hôpital ou les urgences pendant 2 heures seulement, il est impossible de désinfecter à fond. C'est juste impossible. Ils ont dû nettoyer un peu et faire quelque chose de minime. Le problème, c'est que les gens ont continué d'entrer et de sortir de l'hôpital de toute façon, et donc le virus a pu se propager ailleurs. Ni dépistage ni traçage n'ont été effectués systématiquement pour retrouver les personnes potentiellement infectées dans cet hôpital. Après ses visites à ses parents hospitalisés, Francesco Zambonelli est lui aussi tombé malade, comme de nombreux membres de sa famille.
buongiorno Serena, noi siamo a Villa di Serio, di là, 2 chilometri c'è Alzano Lombardo, c'è l'ospedale di Alzano Lombardo. Oggi raccontiamo in questa nostra inchiesta racconto che... Lors d'un débat sur la RAI en avril 2020, il interpelle en direct le plus haut responsable sanitaire de Lombardie, Giulio Gallera. Je me demande pourquoi nous autres, parents qui sommes allés dans cet hôpital pendant en gros une dizaine de jours, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas testés? Gallera, vous répondez à ce monsieur? C'était la situation en Lombardie. Les recommandations étaient de faire des tests et nous avons fait un nombre très important de tests. On ne l'a pas fait pour ce monsieur ou d'autres personnes là-bas. Il y a eu des retards, évidemment. Il faudra approfondir la question. Ça me semble normal. Mais ces retards ont coûté la vie à beaucoup de personnes, malheureusement. Mais il ne s'est pas excusé. Il a juste dit que j'avais raison de dire qu'ils auraient dû nous appeler et faire un test, et c'est tout. Il ne s'est pas excusé. Ne pas s'excuser revient à fuir ses responsabilités. De l'hôpital d'Alzano Lombardo, le virus se propage dans cette vallée voisine, le Val Seriana, l'une des régions les plus productives d'Italie. Petit rappel, le 8 mars, le gouvernement italien impose un confinement au pays entier par ce décret. Tout passe en zone rouge, plus personne ne sort, mais il y a une exception. On peut se déplacer pour raisons professionnelles, les usines peuvent continuer à tourner. C'est comme souffler sur la braise pour la journaliste Francesca Nava. Elle vient de publier une enquête fleuve pour comprendre pourquoi sa ville natale est devenue l'un des principaux foyers de l'épidémie. Il y a un chapitre dans le livre que j'appelle le péché originel. Et c'est la décision de ne pas fermer immédiatement un hôpital infecté. Voilà. 2 jours plus tôt, à 200 km de là, en Vénétie, un autre hôpital se trouve dans la même situation. Mais là, l'hôpital est fermé. Il y a un traçage des visiteurs et une zone rouge est créée. L'épidémie est éteinte. La question que je pose dans le livre, c'est de savoir pourquoi 2 jours plus tard, la même chose ne se fait pas à l'hôpital d'Alzano Lombardo. L'une des hypothèses que j'avance, c'est que probablement la zone d'Alzano Lombardo ne pouvait pas être fermée. On ne pouvait pas créer de zone rouge. Ça dérangeait, parce que c'est une zone très industrialisée. Ce soir-là, elle présente son livre devant son public, aux côtés notamment de l'avocate Consuelo Locchetti. Restrictions sanitaires obligent, la salle n'accueille qu'un nombre limité de spectateurs, mais tous ont soif d'explications. Le Val Seriana produit pour 5 milliards d'euros par an. Dans le Val Seriana, il y a 2660 usines qui n'ont pas été fermées pendant le soi-disant confinement. Alors on avait d'un côté interdiction de sortir pour toutes les personnes qui ne travaillaient pas en usine ou qui ne sont pas du personnel sanitaire. Il y avait une chasse aux tricheurs par drone. Même les mamans ne pouvaient pas sortir à 2 pour aller chercher les enfants à l'école. Et de l'autre côté, dans l'épicentre de la pandémie, il y avait 30 000 personnes qui pouvaient aller travailler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fermé les usines. Je ne suis pas anti-Lombardie. Je n'ai pas une mentalité anti-business. J'ai des entrepreneurs dans ma famille. Mais tout cela était criminel. Nous y revoilà. L'économie a-t-elle influencé l'action de l'État? À Milan, le puissant lobby industriel lombard s'est clairement prononcé pour la poursuite des activités de production, notamment dans le Val Seriana. Il faut, écrit-il le 11 mars, préserver les capacités concurrentielles de la Lombardie. Il faudra attendre encore 2 semaines pour que le gouvernement italien, dans un nouveau décret, ordonne la fermeture de toutes les activités productives non essentielles. L'intérêt économique l'a emporté sur l'intérêt de la protection de la vie.
C'est quelque chose de très grave. Du moment que ceux qui ont le pouvoir et le devoir de protéger la vie des citoyens ne le font pas, leur responsabilité est engagée. Et ceux qui sont responsables de la protection de la vie des citoyens, ce sont les politiciens qui ont été élus par les citoyens. Il est donc clair qu'il y a une responsabilité politique. Que répond le principal intéressé? C'est lui, Attilio Fontana, gouverneur de Lombardie, qui siège au 35e étage de cette tour. Il a refusé notre demande d'interview face à face. Mais lors d'une session du Club de la presse étrangère, nous avons pu lui demander par écrit s'il a subi des pressions de l'industrie pour ne pas instaurer immédiatement de zone rouge. Nous, en tant qu'autorité régionale de Lombardie, dès que nous avons vu que la situation était préoccupante, nous avons demandé au gouvernement italien de fermer la zone en instaurant une zone rouge pour bloquer la circulation des citoyens. Ce sont des actions et des décisions qui dépendent uniquement du gouvernement à Rome. Cette accusation est donc pleine de mauvaise foi, car ce n'est pas moi, mais la Constitution qui prévoit que les questions qui concernent les épidémies dépendent exclusivement de l'État. Il passe comme chat sur braise sur la question des pressions de l'économie. Il refuse aussi obstinément de recevoir le comité Noi Denunceremo, qui représente aujourd'hui plus de 70 000 personnes. Vous devez le comprendre. Il ne peut pas y avoir de dialogue avec quelqu'un qui me tient d'emblée responsable pour un délit et qui a déjà déposé plainte. Quel dialogue pourrait en sortir? Ce sera à la justice d'établir si je suis responsable d'un délit ou si je n'en suis pas responsable. Vous devez comprendre que ce serait un dialogue de sourds. Nous nous rendons au parquet de Bergame pour déposer pour la 3e fois les plaintes de nos membres. Leurs plaintes sont déposées contre X. Cela permet au procureur d'enquêter sur plusieurs responsables à différents échelons du gouvernement et de l'administration, à la fois en Lombardie et au niveau national. Bonjour, bonjour. Attendez une seconde, je cherche mon avocate. Où est Consuelo? Et voilà, Patrizia. Macri? Macri, attends, je l'ai vu avant. Les distances, on maintient les distances. Au total aujourd'hui, près de 300 plaintes pénales ont été déposées. Les procureurs de Bergame ont déjà entendu les plus hauts responsables de l'État, y compris Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, en poste jusqu'au début 2021. On savait en janvier que la pandémie arrivait. Et pourtant, nous n'étions pas préparés. On aurait dû être prêts, avoir des stocks de matériel, de ventilateurs, de casques d'oxygénation. Tre convocazioni in procura per parlare con i magistrati che indagano sull'epidemia. Adesso parliamo dell'inchiesta a Bergamo sulla gestione del Covid. Dell'Italia, la prima ondata era stata improvvisata e caotica. Un passaggio. Depuis, avec l'aide notamment du comité Noi Denunceremo, les détails de cette impréparation sortent au grand jour. Des commandes de matériel sanitaire essentiel oubliées. Un plan pandémique qui n'a pas été mis à jour depuis 2006. Un rapport critique sur l'Italie rédigé par des spécialistes de l'OMS qui est enterré. Je m'attends à ce que nos actions en justice conduisent à l'un des plus grands procès et peut-être même au plus grand scandale de l'Italie républicaine d'après-guerre.
Je pense que cette crise a simplement ouvert la boîte de Pandore et révélé les nombreux problèmes et lacunes qu'il y a au sein du système italien, et en particulier au sein de notre système de santé. Je pense que ce sera une chose très longue, qui durera des années et qui soulèvera un scandale jamais vu en Italie. Le combat de Stefano et de Consuelo a permis de mettre à jour de graves dysfonctionnements. Leur révolte oblige les responsables politiques et sanitaires à rendre des comptes à la justice. En Autriche, Peter Kolba poursuit ce même combat. À Genève, à sa manière en solitaire, c'est également ce que fait Marc. Leur révolte à tous nous révèle aussi les failles de notre société. Je crois qu'une leçon importante qu'on vient d'apprendre, c'est qu'on a besoin d'un État solide. Il faut avoir un État qui puisse être un État avec des ressources, parce qu'il faut avoir des services. Et on a compris que si les services sont fragilisés, on n'arrive pas à maîtriser les situations de crise. Donc là, c'est une grande leçon. Donc il faut revoir aussi le rapport entre État et individu. Il faut repenser aussi l'idée de société. Il faut imaginer aussi qu'une société, ça fonctionne s'il y a un fort sens de la communauté. Et c'est ce que nous avons un peu perdu dans les décennies passées. Mais pour ceux qui luttent aujourd'hui pour retrouver ce sens de la communauté, le prix est lourd à payer. Ciao patatina. E là, sono entrata con la spesa in casa. Consuelo lutte pour donner une voix à ceux qui ne l'ont pas. Elle a les instruments pour le faire. Elle le fait. C'est un sacré boulot. C'est une grande responsabilité. Ce jour-là, Consuelo, sa sœur et sa mère préparent le dimanche de la Toussaint, comme des centaines d'autres familles de la ville. Une fête des morts, célébrée dès le lendemain dans le grand cimetière de la ville. Bergame est une ville traumatisée, je le crois vraiment. Vous pouvez le voir à travers les gens. Lorsque nous avons vu que la deuxième vague arrivait ici, nous sommes tous retombés dans le cauchemar de revivre ce que nous avions vécu en mars. Cela se sent, c'est perceptible. Nous vivons avec des gouttes relaxantes et des crises de panique. Nous vivons avec des comprimés de l'exotanil. J'ai des pilules de l'exotanil dans mon sac à main. Mon médecin me les a prescrites. Je ne vis pas comme avant. Mais aucun d'entre nous ne vit comme avant. Nous avons peur. Et nous ne pouvons pas sortir de ce cauchemar. On dirait que c'est tout ce à quoi on arrive à penser. Et c'est angoissant. Ici, les gens ne rient plus. Il est difficile de sourire. Et il est difficile de pleurer. Sachez encore que le mois prochain se tiendra la première audience au Palais de justice de Vienne, qui s'attend à recevoir une centaine de plaintes collectives. Une autre action en justice est prévue contre les assureurs autrichiens qui ont refusé de prendre en charge les victimes du Covid. Et puis, puisque nous passons le cap de cette première année de pandémie, nous avons une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un proche, y compris au sein de notre rédaction de Temps Présent. Belle soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Arnaque ou talent surnaturel et mystérieux, la Suisse romande compte près de 300 guérisseurs et il croule sous les demandes. Verrues, sciatique, arthrose. Il serait capable de soigner de nombreux maux et maladies. Pour la première fois, patients, guérisseurs, médecins et scientifiques ont accepté de décortiquer 5 cas de guérison miraculeuse. Enquête sur le super pouvoir
des guérisseurs romans.